Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être fidèle à l'information sur Polynésie la Première. Nous sommes le vendredi 4 mars et voici les titres que nous allons développer. Le Taporo 7 est toujours en partie sous le niveau de la mer. Hier, une entrée d'eau a inondé la cale. Les moteurs du bateau sont hors service. Les opérations de renflouage, de déchargement puis de pompage vont durer plusieurs jours. Les détails dans un instant. Exercice d'aérocordage pour l'antenne en Polynésie française du GIGN. L'unité spéciale de la Gendarmerie nationale doit entretenir ses qualifications et sa réactivité. Une de nos équipes a suivi cet entraînement. Comme tous les vendredis, on s'intéresse à l'actualité d'une des îles de Polynésie. Ce soir, ce sera Makatea. Nous parlerons principalement phosphate avec le maire délégué Julien May qui sera en direct avec nous par téléphone. Les fourberies de Scapin, une pièce de théâtre de Molière. La représentation unique au grand public, c'est ce soir à la Maison de la Culture. Mais en avant-première, les scolaires ont pu apprécier cette comédie. Le petit quai de Popo, un lieu incontournable de Moorea. Les circuits courts pour la vente de poissons partent souvent de cet endroit. Les détails dans notre Aai Fénois à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Le Taporo 7 est touché, mais le Taporo 7 n'a pas coulé. Le bateau, dans une situation délicate à Motouta depuis hier, a pris dans ses cales et dans sa salle des machines plusieurs milliers de litres d'eau de mer. Le navire est inutilisable et les réparations sur les moteurs vont coûter plusieurs millions. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. Les opérations doivent se faire étape par étape. Les précisions avec Stéphane Ratino et Jacques Damour. Ce matin, le bateau penche encore à bâbord, et très nettement. Mais cette image-là est déjà une respiration, car hier soir, les perspectives étaient plutôt sombres. La menace d'un bateau coulé était une hypothèse sérieuse. Mais la réaction des secours a été salutaire. Le contexte, un navire sûrement trop chargé, et pour le Taporo 7, tout s'enchaîne. En moins de 10 minutes, la voie d'eau a fait son œuvre. Des milliers de mètres cubes envahissent le bateau, des marchandises sont touchées, la salle des machines aussi. Le Taporo 7 n'est plus à flot. Sur la ligne, il y a 3 bateaux qui ont des licences. Et là, de toute la semaine, on était le seul bateau à pouvoir assurer ce service. Et donc, tout le fait des différents navires se sont retrouvés centralisés sur notre bateau. Donc, du coup, on a pu, on va dire, 3 fois plus de marchandises qu'en temps normal. Une certitude, toute pollution est écartée, l'incident aura protégé l'environnement, un bon point. Mais tout n'est pas encore réglé, la solution est en cours. Pareil à un corps malade, le bateau a été ausculté, comment lui redonner l'équilibre? Enlever les marchandises, écarter. Risque de chavirement, non, le plan retenu, rééquilibrer la balance avec de l'eau. Le plan A, qui était de vider les 300 000 litres qui est à l'intérieur, et donc on l'oublie. Le plan B, c'est de mettre de l'eau, de nouveau, de 240 000 litres d'eau sur tribord, dans les ballasts vides. Donc avec nos camions pompiers, il n'y a pas de souci, on peut remettre de l'eau dedans. Et ensuite, la phase 3, c'est de pouvoir retirer cette eau-là. Pour les habitants des îles, la compagnie va limiter les retards de livraison avec ses autres navires. Quant au Taporo 7, il se peut que sa route se soit arrêtée éternellement hier soir. L'antenne en Polynésie française du GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, a mené une série d'entraînements à l'aérocordage de nuit. Ça s'est passé hier au GAM de Fa'a, le groupement aéronautique militaire. Avec le soutien de l'hélicoptère Dauphin de la flottille 35F, l'unité d'élite s'est donc exercée. Le reportage de James O et Jacques Damour. La scène ne se déroule pas en Europe de l'Est, mais au Fénois. Depuis l'hélicoptère Dauphin de la Marine nationale, les hommes de l'antenne du GIGN de Polynésie française doivent descendre le plus rapidement car en position stationnaire, l'appareil est exposé aux tirs ennemis. Il s'agit d'une opération particulière qui consiste à entretenir les qualifications techniques des militaires. Là, on s'entraîne justement avec l'équipement lourd, on s'entraîne régulièrement avec l'armement, justement pour avoir le maximum de contraintes et être le plus à l'aise possible sur la corde. Donc là, la difficulté technique, c'est de maîtriser sa descente, de manière à pas prendre de vitesse ou à maîtriser sa vitesse, on va dire, pour arriver au sol de la manière la plus fluide possible. Mais il faut trouver le bon compromis, puisque cette corde lisse est en fait un système commando qui permet de mettre à terre des équipiers dans un minimum de temps, un maximum d'équipiers en un minimum de temps.
Pour le patron du groupement aérien militaire de FAA, l'objectif de ce type d'opération, c'est avant tout de s'assurer que chaque administration connaisse la procédure des autres. Le but, c'est bien que ces entités travaillent ensemble pour s'assurer qu'elles sont toujours en phase sur les procédures qui sont mises en place. C'est caler des éléments de positionnement, de gestuelle, de fréquence, de méthode de travail. De manière à ce que là aussi, le jour où l'opération arrive, toutes ces questions-là ne se posent pas. C'est-à-dire que les gens ont déjà l'habitude de travailler ensemble, ils savent ce qu'ils ont à faire et ça permet de se concentrer vraiment sur l'objectif de la mission. Avec une superficie équivalente à celle de l'Europe, en Polynésie, l'utilisation des hélicoptères permet de projeter des personnels très rapidement dans des endroits isolés ou difficiles d'accès. Mais ces opérations ont un coût élevé pour l'État. La convention de financement qui permet aux différents ministères intéressés de participer au financement de cet hélicoptère, c'est coûteux un hélicoptère, a été signée, reconduite en décembre 2021, il y a quelques mois seulement, à la demande du chef de l'État qui avait garanti que le dispositif serait préservé en Polynésie française dans la durée. C'est chose faite, l'engagement est tenu. Même si la menace est considérée comme globalement faible en Polynésie française, l'antenne du GIGN effectue régulièrement des exercices avec les autres partenaires de défense présents sur notre territoire. Il y a eu encore un décès dû au Covid-19. Le dernier carré épidémiologique est tombé cet après-midi. À noter 550 nouveaux cas en 2 jours. Actuellement, il y a un peu plus de 2000 cas actifs pour quasiment 184 000 personnes primo-vaccinées. La transition est toute trouvée pour vous parler de l'obligation vaccinale. Elle n'a pas été levée pour les soignants et les enseignants. Ces professions sont toujours jugées à risque, mais la fin du port du masque dans les cours de lycée, par exemple, fait très envie aux soignants qui n'ont pas le droit de le retirer pour l'instant. Natacha Silagi, Sandro Lee et Jérôme Lee. Avancer à petits pas vers la fin de l'obligation vaccinale. Pas encore pour les soignants. Ici, une centaine de personnels de santé vaccinés, 70 patients en convalescence. Tous d'accord pour le vaccin, mais plus pour le port du masque 12 heures par jour. Alors c'est vrai qu'on est en contact avec des patients, c'est certainement pour ça que l'obligation pour l'instant est restée. Par contre, on aurait aimé, hormis cette obligation, qu'il y ait quand même des mesures qui ont été prises pour les masques, qui n'ont pas été prises en fait sur les centres, enfin les établissements de santé, c'est qu'on puisse aussi avoir un allègement du port du masque. Par exemple, comme ils ont fait à l'école, dans les zones où on est en extérieur et que c'est aéré. L'obligation vaccinale maintenue aussi pour les enseignants. L'école, où le taux d'absentéisme lié au Covid commence à diminuer, comme le taux d'incidence, qui est aujourd'hui de 1000 pour 100 000 habitants. Côté ministère, on annonce une possible liberté de choix prochainement pour les professeurs. On est dans une situation où on allège dans une première étape les personnes qui ont été identifiées. Et il a été plus prudent d'attendre l'évolution de la crise sanitaire, l'évolution du taux d'incidence, un certain nombre d'indicateurs qui pourraient nous amener à terme, mais pas immédiatement, à une levée possible de l'obligation vaccinale, y compris pour les enseignants. Collégiens et lycéens, eux, sont ravis de pouvoir se passer du masque dans la cour. C'est tout nouveau et ça change la vie. Aujourd'hui, on a eu le droit de retirer les masques. Il y a eu un mail qui a circulé, mais la majorité garde quand même parce que y a quand même le Covid qui circule. Quand il fait chaud, par exemple comme ça, et qu'on est en plein air, on aime bien quand même enlever. Ça a vachement de soulagement par rapport à avant parce qu'on étouffait un peu avant. À Tahiti, le taux d'immunité collective a dépassé les 95%. De bon augure pour la suite. Il faut en tout cas l'espérer. On s'intéresse désormais à l'actualité d'une des 118 îles de notre belle Polynésie française. C'est l'heure de votre rubrique consacrée à la vie des archipels. Et ce vendredi, nous prenons la direction de Makatea, à 220 km au nord-est de Tahiti, en plein sur la trajectoire entre Papeete et Tikehau. Makatea est rattaché administrativement à la commune de Rangiroa. L'atoll est connu pour sa grande exploitation de phosphate qui a fonctionné de 1917 à 1966. Pendant 50 ans, les mineurs
ont creusé puis remonté ce phosphate. Nous allons parler justement de ce sujet avec notre invité par téléphone, le maire délégué de Makatea, Julien Mey. Tavana Yorana, une étude géologique pour déterminer si oui ou non Makatea peut reprendre l'exploitation du phosphate. Cette exploitation avait duré un demi-siècle. Mais est-ce que à Makatea, votre population Tavana, le veut vraiment? Les avis sont très partagés. Yorana, et bonsoir à la Polynésie. Très partagés, effectivement, oui. C'est une opportunité. C'est un souci des maires également, de voir des emplois se créer. Mais à côté de ça, il y a quand même ce traumatisme qui est resté. Ça, il faut l'avouer, depuis 1966, la manière dont les choses ont été conclues en 1966. Et c'est ce qui reste encore dans l'esprit des gens en ce moment. En 2010, un investisseur australien, Colin Rundle, était intéressé. Qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné à l'époque? Je pense que cette demande du pays vers le BRGM repose, lorsque je vois ce qui a été annoncé dans les journaux 27 ans, le projet Colin Rundle, en principe, était payé pour 30 ans. Je pense qu'il s'agit de ce projet, je ne suis pas sûr. Mais en tous les cas, la démarche du pays est à mon avis très légitime. Donc, une extraction minière de la sorte, de cette ampleur, il n'y avait que Makatea qui l'ait connue il y a un siècle en arrière, et que, effectivement, aujourd'hui, si les choses doivent avancer encore dans ce sens, et si les propriétaires sont d'accord, il faudra justement veiller à être, à être très prudent, justement, et surtout faire beaucoup de réflexion et d'information. Mais quel intérêt pour Makatea de reprendre une telle exploitation qui a laissé des traces, quand même, à part l'emploi? Oui, effectivement. Oui. Effectivement, Makatea, pendant pratiquement 50 ans, depuis 1966 jusqu'à aujourd'hui, on avait l'impression que l'histoire a quand même freiné l'histoire quelque part. Mais Makatea n'a pas baissé les bras, elle est passée déjà à autre chose. Nous fricotons aujourd'hui avec ces falaises uniques en Polynésie française et qui, pour l'instant, se trouvent sur le plan international en matière de médiatisation, afin justement de développer l'écotourisme, l'histoire industrielle, l'histoire naturelle, l'histoire des hommes qui ont fait cette île, avec une géologie. Il y a un potentiel dans ce domaine. Julien Mey, rapidement, un dernier sujet, le débarcadère de Makatea. Où est-ce que ça en est? Il est terminé ou non? Il n'est pas tout à fait terminé. Il faut dire que ça a duré pratiquement 1 an et demi, mais il faut savoir que c'est 1 an et demi, il y a eu 3-4 mois où les travaux ont été freinés par le Covid. Et puis après, il faut ajouter au moins 3 mois où à chaque fois qu'il y avait une houle, il était impossible de travailler sur le plateau principal. C'est toute cette somme, effectivement, de difficultés. Mais c'est en très bonne voie. Il reste juste une dernière phase, c'est celle d'un dérotage à l'entrée de passe. Mais sinon, tout le reste est pratiquement fini. Et c'est là que la commune pourra justement réceptionner son nouveau quai, qui a été le témoin de toute l'histoire industrielle de cette île. Merci beaucoup, Julien Mey, maire délégué de Makatea. On retiendra donc que les avis sont partagés au sein de votre population pour une éventuelle reprise de l'exploitation de phosphate. Direction les Tuamotu, à Ho, les élèves de 4e du collège ont pris part à l'opération de sciences participatives, le plastique à la loupe. Comme dans d'autres territoires français, plusieurs classes de Polynésie contribuent. Les élèves collectent, répertorient les particules de plastique ramassées sur les plages et les berges en suivant un protocole bien précis. L'objectif est de cartographier la pollution plastique sur le territoire français. Écoutez ces ambiances recueillies par notre correspondant à Ho, Mathieu Allot. Attention, on ne va pas trop profond. Hein. Et comment alors tu prélèves? Avec une truelle. Tu fais un trou de 10 cm. Puis prends la passoire. Puis, après. Puis on met dans un pot. Puis le pot, on renverse dans un seau d'eau pour pouvoir prélever les microplastiques. C'est important pour toi? Oui, c'est important pour éviter la pollution du plastique. Nos échantillons, on va les envoyer à la fondation Tara Océan qui les envoie à leur tour à des scientifiques afin de les analyser. Et on aura donc les résultats de leurs analyses dans le courant du mois de mai. Une école maternelle flambant neuve à Papeari. Elle a été inaugurée hier en présence du président du pays et du maire de Tevayuta. Le chantier de près de 500 millions de francs CP avait été retardé. Visite guidée avec James O sur des images de Patrick Sinsing. Inauguration en grande pompe pour la nouvelle école maternelle. Baptisée Choi Chong Amin, le conseil municipal de Tevayuta souhaite honorer la mémoire de celui qui fut, en 1919, le premier chef de district de Papeari.
Ce nouvel établissement peut accueillir jusqu'à 200 élèves de la STP à la SG, un projet initié lors de la précédente mandature par l'équipe de l'actuel Tavana, TRI Alpha. Ça nous tient au cœur, cette inauguration de l'école maternelle de Papeari. Parce que ça fait des années, et les enfants étaient à l'ancienne école, qui se situe côté mer, et c'est arrivé à... Il faudrait une nouvelle école, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une joie pour nous, pour les représentants de la commune, d'avoir inauguré cette nouvelle école. Cette opération a été soutenue financièrement par l'État et le pays à hauteur de 478 millions de francs, auxquels s'ajoutent les 25 millions de la commune. Ancien ministre de l'Éducation, le Tavana de Tevayuta connaît bien les besoins de la communauté éducative et des parents d'élèves. Une belle école pour accueillir nos tout-petits et qui va être complétée par l'école élémentaire dans quelques mois. En attendant, les inscriptions pour la rentrée scolaire 2022-2023 sont ouvertes depuis cette semaine. Les dossiers d'inscription sont disponibles à la mairie de Papeari. Les comédiens vont monter sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture dans quelques minutes. La compagnie Champagne des idées qui pétillent interprète ce soir les Fourberies de Scapin de Molière. C'est l'unique représentation proposée au grand public. Depuis mercredi, ce sont les scolaires qui en profitent. Applaudissements garantis, comme ont pu le constater Cybèle Plichard et Heidi Enko. Jean-Baptiste Poquelin aurait-il imaginé voir un jour sa pièce de théâtre interprétée au milieu du Pacifique, qui plus est 400 ans après sa naissance? Les comédiens y prennent en tout cas beaucoup de plaisir. Cédric Chan incarne Scapin, le personnage principal. C'est un valet en fait à qui on fait appel pour pouvoir ajuster en fait les affaires des uns et des autres. Et puis lui, il est là, il essaye de danser selon le moment. Est-ce que ça marche, ça marche pas? J'avance, je recule. Il arrive à bien mener les personnes en bateau en fait. Ne pensez pas à votre argent, je serais bien à l'aise que vous serviez de quelque chose. Mariages arrangés, fausses promesses, déboires judiciaires, racisme, les thèmes abordés sont résolument modernes, même en vieux français. Il y a de plus en plus de pièces de théâtre qui peuvent s'offrir à nous et ça nous amène la possibilité d'avoir autre chose que ce qu'on peut connaître localement, le Haut Tahiti ou tout ce qui touche la culture locale. C'est intéressant. Mais que veux-tu que je devienne? Les 9 comédiens travaillent depuis 4 mois. Il fallait s'approprier le texte. Pour Théo, c'est une première. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour de représentation et j'ai pas du tout envie de m'arrêter. C'est parce que c'est le bruit des planches, le public qui t'applaudit à la fin. Franchement, c'est que du bonheur. Ça arrive d'avoir quelques trous de mémoire, mais bon, on arrive à rebondir assez facilement avec l'interlocuteur que l'on a en face, l'autre acteur, donc non, ça va. Que diable allait-il faire dans cette galère? Seule infidélité à Molière, Géronte et Argante ne sont plus des pères, mais des mères. Un autre regard, une nouvelle proposition qui n'enlève rien au talent du dramaturge. Molière est un comédien. Donc il a vraiment créé ses pièces pour des comédiens. Donc chaque acteur a son rôle, tout s'imbrique et donc on se sent vraiment utile dans cette pièce. Il n'y a pas de faire-valoir. Comment, Maro? Vous avez la pièce de vous en prendre à moi? Le succès est au bout des 2 heures de spectacle. Le théâtre permet d'aborder la littérature sous un autre angle. C'était vraiment agréable à regarder, surtout en vrai. Ça change un peu de la lecture. Au moins, là, on voit les différents têtes que font les acteurs sur scène. Et pour cause, ces élèves préparent une comédie musicale. La mise en scène, proposée par la compagnie Champagne, les inspire déjà. Partons désormais en immersion à Moorea, plus précisément dans les alentours du quai de Popo. Là-bas, les pêcheurs, les roulotiers et même de petits entrepreneurs vivent grâce aux ressources marines. Tout le monde y trouve son compte, comme vous allez le voir dans notre Aïe Fénois, préparé ce soir par Stéphane Ratino et Patita Savia. C'est un spectacle dont on ne se lasse pas. Et quand le temps fait une pause, il suffit d'un regard vers la baie pour sentir l'âme marine de ses racines, l'océan. Ce miroir profond des êtres, cette idée moutonnante qui fait vivre des familles, un peuple de petits métiers de la pêche dont le travail part et revient du port de Popo.
On est quand même dans l'une des baies les plus belles au monde. Donc oui, je suis fière d'être natif d'ici et d'y vivre. C'est très important pour nous, pour notre culture et pour nos enfants surtout, parce que c'est ce qui nous permet de nous nourrir aussi. Il faut profiter, c'est une ressource qu'on a en abondance, c'est pas pour longtemps, puisque y a beaucoup de surpêche qui se fait. Et ces petits pêcheurs-là prônent la pêche raisonnée, d'où c'est vraiment des petits métiers à appuyer et à soutenir. Quand le soir commence à dominer la lumière, il n'est pas rare de trouver Georges. Ce pêcheur malicieux est une figure charismatique du port de Popo. Chaque jour, il y vend sa pêche. Aujourd'hui, un espadon de 120 kilos. Sa personnalité est à l'image des lieux, conviviale, avec une relation qui s'affranchit des cérémonies. Il faut dire qu'à Popo, il est en pays de connaissance. Tous les jours, ils viennent chercher du poisson. Des fois, on attrape, des fois, on n'a rien. C'est intéressant, les clients, ils prennent sur place. Quoi. Comme ça, ils relèvent la chair, ils disent Georges, on y va. Voilà. Alors, la roulotte, c'est ça. La roulotte, il a pris 15 kilos. Il y en a d'autres commandes aussi, 20 par-ci, 20 par-là. Du moment, il n'y a pas assez de poissons pour tout le monde. Dans la clientèle, un visage quotidien. Claudine, depuis des décennies, elle fréquente le quai. Avec son mari, elle est l'âme de ce bout de terre inexorablement attiré par la mer. Le poisson, c'est son thème épicurien. Une offrande faite aux autres, sa roulotte est devenue le point de référence. La proximité du lieu de pêche n'y est pas pour rien. Ils pêchent tous les jours. C'est sûr que c'est frais. Et l'espadon, ça te va? Oui. Ça, c'est pour faire le poisson cru. Ça va aller directement dans l'assiette ce soir? Oui. Et avant, c'est ton mari qui pêchait? Oui, mais là, il est âgé, il est retraité maintenant. À Popo, dans la nuit, il y a la lumière. Claudine ne s'ennuie pas. Le petit quai, dans la brise marine, est un lieu d'aménité gustative. Touristes de passage ou habitués, la simplicité du cadre et la promesse des saveurs écrivent la douceur nocturne, la pêche à son débouché, sans aucune empreinte carbone. On pêche devant, sur le petit quai. On attaque des petits carons. Un jour, tu as envie éventuellement de reprendre la roulotte ou c'est pas du tout ton projet? Si. Je vais continuer. Valoriser le travail des petits métiers afin que la richesse de la mer participe à l'économie locale. Une philosophie partagée. Dans son atelier, Ereiti fait du poisson fumé un vrai succès. La pêche de son mari ou celle des artisans de Popo est travaillée. Il s'agit d'inventer des circuits courts. Vous pouvez voir plein de ventes de toriveri et ils arrivent, ces pauvres pêcheurs se retrouvent à vendre leurs poissons à très bas prix justement pour espérer juste pour écouler leur stock et retourner à la pêche. Et moi je trouve ça un peu dommage de vendre un poisson frais, fraîchement pêché, vendu au rabais alors qu'ils peuvent faire encore plus de choses et que c'est quand même un métier harassant d'aller pêcher du matin jusqu'au soir et ramener ce poisson-là. Au rythme des vents et des saisons, s'écoule la vie au port de Popo, faite de courage. Aide-toi, le ciel t'aidera, la mer est là devant. L'information principale de ce soir, les opérations de renflouage du Taporo 7 ont débuté. L'objectif est de remettre le navire sur son assiette pour permettre le déchargement de l'ensemble de la cargaison. Le bateau, penchant actuellement à bâbord, sera rempli dans la cale à tribord pour le rééquilibrer. Les conteneurs pourront être déchargés demain pour être ensuite chargés à bord du Taporo 6 avant d'être acheminés aux îles sous le vent. À la télévision, ce vendredi soir, la suite de votre série Meurtre à Senham, puis à partir de 21h, les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin qui viennent de débuter. Merci pour votre fidélité sans faille à nos rendez-vous de l'information. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Demain matin en radio, première édition à 6h30. Passez une excellente soirée et je vous dis à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.